Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Messieurs, je me suis permis de fouiller un peu dans mon catalogue littéraire personnel avant de lancer un petit peu cette émission, faire la recherche là, de peut-être quelque chose d'original pour lancer cette émission. Et il y a une expression célèbre d'un philosophe encore plus célèbre qui va ainsi. « Maman, c'est fini ». Et oui, on est déjà à la fin de ces Jeux olympiques. On va en jaser certainement pendant cette émission et de plein de belles d'autres affaires, toujours à l'habitude, accompagné de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain pour cette édition du 22 février de la Triple Menace. Même pas au lendemain, on enregistre ça quelques heures suivant la conclusion de ce tournoi olympique chez les hommes et en soi de la tenue des Jeux. Messieurs, comment allez-vous? Mio, tu as sorti une expression d'un célèbre philosophe pour commencer l'émission. Je vais suivre ton conseil. Je vais en sortir une autre expression d'un philosophe encore plus connu. OK. 2 mots. Fuck tout. Fuck tout. Tout tanné. En veux-tu une autre que je vais sortir pour le point qu'on va aborder dans pas très longtemps? Ah ouais donc, rendu là. On peut rien avoir à Détroit. Can't have shit in Detroit, man. Mais ça s'appliquera à un sportif canadien en particulier. Félix Forget, comment vas-tu? Ça va bien. Content d'être avec vous aujourd'hui, revenir sur ce tournoi-là qui a été... écoute, après toutes ces années-là, on a vu quand même la confrontation des 4 nations, mais après toutes ces années-là, sans avoir de vraies compétitions de hockey international, ça a fait du bien. Moi, je pense que c'est ce que je retiens le plus de ces 2 semaines-là, cette dizaine de jours-là, plus que 2 semaines-là. C'est ce que ça a tellement fait du bien. Puis, tu sais, il y avait quand même certaines personnes au début du tournoi qui avaient des doutes sur le fait que, un peu comme aux 4 nations l'année passée, on avait des doutes de est-ce que ça va vraiment valoir la peine? Est-ce que le jeu va être si excitant que ça? Là, les 4 nations, au moins, c'était du hockey de la LNH. Là, on est dans des règles internationales. Est-ce que le jeu va vraiment être aussi excitant? Puis, oui, absolument. Ça a été un des tournois les plus mémorables qu'on a eu depuis très, très longtemps. Puis ça a été... Écoute, les États-Unis ont fini par gagner. On va en reparler, mais ça a été vraiment un tournoi de manière générale, là, un franc succès, ce tournoi. Oui, oui, définitivement. Certainement, on a eu notre lot de belles surprises comme de moins belles surprises, tout dépendant où votre partisanerie, votre allégeance se place. Mais du début à la fin, je veux dire, de voir Juraj Slafkovský commencer ce tournoi en Lyon, qui a été même mentionné sur l'équipe d'étoiles du tournoi. De voir toujours ces équipes un peu sous-estimées qui arrivent dans le tournoi, d'autres déceptions, comme un pays qui est muni de couleurs jaune et bleu. Donc, toujours un peu ces histoires-là lors des différents tournois internationaux. Et bon, comme tu as mentionné, ce sont les États-Unis qui l'emportent finalement en prolongation d'un but de Jack Hughes. Donc, les États-Unis qui sont passés d'avoir un miracle sur la glace à avoir leur propre but doré. Messieurs, avant qu'on se lance dans tout ce qu'on a vu, il y a un sportif que j'ai mentionné là, il y a quelques instants de cela, mais, man, quelle séquence malheureuse pour être Connor McDavid. Le gars qui a eu un début de carrière au plan individuel jusqu'à aujourd'hui phénoménal comme on a vu très peu de fois dans la Ligue nationale de hockey, mais d'avoir ces séries éliminatoires en 2024, passer à pas grand-chose de la Coupe Stanley, revenir la saison suivante, devoir perdre les 2 fois contre les Panthers de la Floride et devoir s'incliner maintenant en finale pour une médaille d'or au retour des joueurs de la LNH aux Olympiques et encore contre Matthew Tkachuk, contre qui il a perdu 2 fois ses finales de la Coupe Stanley. Messieurs, honnêtement, c'est une décision que j'ai lancée avec un ami, mais je veux dire, difficile pour être des truthers de Connor McDavid et Josh Allen de ce monde. Oui, vraiment, tu sais, j'ai vu en plus quelqu'un qui va faire la comparaison entre les deux, puis oh, nice.
c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. T'sais. Les deux sont. En fait, la différence, c'est que McDavid est comme le meilleur joueur au monde consensuel. À la Lune, il y a quand même Mahomes qui. C'est peut-être la seule différence dans le sens où on le sait que ces gars-là, c'est des super vedettes, mais à chaque année, on passe proche puis on n'y arrive pas. Ce McDavid. Puis, tu sais, c'est dur d'approcher quoi que ce soit à McDavid dans le sens où il a été nommé MVP du tournoi parce que, si je ne m'abuse, c'est 13 points en 7 matchs pour lui. Il a été dominant du début à la fin. Là. On ne peut rien enlever à Connor McDavid. Puis, même quand tu regardes les finales en 2024, en 2025, les séries en général, là, ce gars-là s'est élevé, ce gars-là a amené son équipe jusque-là. Par contre, quand même, une petite tendance qu'on commence à avoir avec McDavid, quand tu regardes les matchs 6 et 7 d'où est-ce qu'il s'est rendu dans ces finales-là, et tu regardes la médaille d'or aux Jeux olympiques, c'est un gars qui, en 4 matchs, depuis la finale de 2024, dans ces matchs décisifs-là, aucun point. On parle d'un gars qui est excellent pour ramasser les points, qui ramasse extrêmement facilement, mais dans ces matchs décisifs-là, pour le moment, c'est pas un joueur qui fait la différence. Fait que j'enlèverais à McDavid, ce gars-là est extrêmement talentueux, puis on sait qu'une réputation, ça change rapidement. On va en parler avec un certain gardien dans pas longtemps, mais ça reste quand même une petite tendance qu'on commence à voir, mais on ne peut rien enlever. Ça a été un tournoi tellement solide pour lui de manière générale, mais dans un match où est-ce que le Canada a tout fait sauf marquer, on a eu des chances en or de marquer à plusieurs reprises, on n'a pas été capable de les concrétiser. Ça prenait un gars qui allait être capable de mettre son pied à terre et de capitaliser sur ces chances-là. McDavid n'a pas été ce gars-là, comme McKinnon ne l'a pas été, comme Celebrity ne l'a pas été. Personne ne l'a été, mais McDavid, en tant que capitaine de l'équipe en l'absence de Sidney Crosby, avait le devoir d'être ce gars-là. C'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le capitaine, c'est à lui que revient ce devoir-là, entre autres. Point de discussion à la fin de ce match-là, Pop, c'est à quel point les 3 joueurs de l'Avalanche du Colorado pour l'équipe canadienne étant Devon Toews, Cale Makar et Nathan MacKinnon vont faire des cauchemars. Écoute, je vais juste commencer par faire le petit préambule. Pour ceux qui savent et qui suivent la carrière de Connor McDavid, on parle de défaite crève-cœur si proche du but. Est-ce que vous vous rappelez comment la carrière junior de Connor McDavid s'est terminée? C'est loin dans ma tête. Une défaite en finale de la OHL Cup pour un billet pour la Coupe Memorial en 6 matchs. Ça avait fini de même aussi. Fait que ça ne donne pas dire, mais en tout cas, souhaitons qu'à un moment donné, ils réussissent à gagner quelque chose. Ceci étant dit, je crois que rarement dans ma vie, je vais autant souhaiter qu'une équipe se fasse upset en première ronde des séries que l'Avalanche du Colorado au mois d'avril. Ah ouais. C'est juste pour montrer à quel point. Puis, c'est injuste. Je comprends que c'est injuste de penser comme ça. C'est un sport collectif. C'est tout le monde du premier au 23e patinage. Je ne sais pas s'il était 22 ou 23. Là, je ne me souviens plus exactement. Mais si tu veux vraiment être précis, même si Cale Makar a marqué le seul but du Canada, c'est l'Avalanche du Colorado au grand complet qui fait perdre cette médaille d'or-là au Canada. Parce que reprenons ça quand même. Ouais. Cale Makar et Devon Toews étaient sur le premier but des Américains. Cale Makar, on peut parler aussi d'un risque sur le but en prolongation et également le but manqué de Nathan MacKinnon qui a frappé à l'extérieur du filet et encore une fois Devon Toews qui se retrouvait devant le filet avec une chance phénoménale qui finalement a été stoppée. Puis je sais déjà ça va être quoi la réaction sur les médias sociaux, surtout dans le cas de Devon Toews qui va avoir des allégations encore plus difficiles de gars qui est juste là parce qu'il joue avec Cale Makar au Colorado. T'sais, je comprends qu'il y a vraiment une utilité au niveau sur 200 pieds qui n'amène pas beaucoup d'offensive, mais son rôle est beaucoup associé avec le fait qu'il joue avec Cale Makar 82 matchs par année au Colorado. Mais tu sais, Nathan MacKinnon, ça, c'est plate un peu, puis je pense que c'est peut-être le point à retenir de ce tournoi-là. J'ai tellement hâte de voir comment l'Avalanche va se comporter durant les 25-ish derniers matchs de la saison parce que il n'y a aucune chance que Nathan MacKinnon est à 100%.
Non. Puis, Non, vraiment. il n'y a aucune chance. Vraiment pas. Je ne sais pas si vous avez revu la séquence, mais je comprends, OK? Il y a aussi un aspect que c'est un attaquant qui reprenait le rôle de défenseur, là, mais Zach Werenski l'a tassé comme une poche de patate avant de l'envoyer à Jack Hughes sur le but de la victoire. Moi, c'est surtout ça. Là. Nous, on va rentrer de qui est blessé, qui n'est pas à 100%, qui va être fatigué dans les 3 dernières semaines de la saison. Le Colorado va avoir sa part là-dedans. On parle des 3 qui sont avec le Canada. Tu avais Martin Netchas avec la Tchéquie aussi. C'est là qu'on rentre là, dans cette saison-là. Puis le monde aimait chialer que Lane Hudson et Cole Caulfield n'étaient pas là. Premièrement, Bill Guérin a gagné son pari. Le maudit, il a réussi à gagner son pari pareil. Les gens, des amis qui disent qu'il aurait gagné à platine avec Caulfield et Hudson. Mais écoute, je vais juste vous dire une chose, puis probablement c'est ça que je retiens le plus de ce tournoi-là. OK, les boys, en ronde de médaille, OK? Ça, à partir du match contre la Tchéquie, là, on oublie les matchs contre la France, puis whatever, OK? Le Canada a joué 183 minutes et 3 secondes en ronde de médaille, en incluant les prolongations contre la Tchéquie et les USA. Le Canada, sur ces 183 minutes-là, a eu les devants pendant 6 minutes, 6 secondes. Ouais. C'est 3% et des poussières de toute la ronde de médaille que le Canada a été en avant. On a couru après notre queue durant toute la ronde de médaille et malheureusement, on était à court de miracle. En fait, c'est inacceptable. C'est inacceptable que le Canada soit en arrière comme ils l'ont été dans cette ronde de médaille, dans des matchs qu'ils auraient dû gagner. Le 6 minutes que tu parles, la majorité, c'est contre la Tchéquie parce que la Finlande, on a mis pendant 30 exactement. secondes. Littéralement 30 secondes. Aujourd'hui, on n'a jamais mené une seule seconde. Fait que là-dedans, c'est comme 5 minutes 30 à peu près contre la Tchéquie. 5,29 pour être plus précis. C'est ça. Dans les 2 derniers matchs, là, Finlande et États-Unis, les 2 matchs de médaille, là, quand tu battais pour avoir ton billet pour la finale puis pour la médaille d'or, tu as mené pendant 30 secondes. C'est ridicule. Là. Pour l'équipe qui était la grande favorite, puis à juste titre, là, je pense que n'importe qui regarde ça. Là, les Canada ou les États-Unis, je pense que les 2 équipes étaient très justifiablement favorites de ce tournoi-là. Mais d'avoir mené aussi peu contre ces 3 équipes-là et d'avoir mené vraiment aussi peu que ça pendant les matchs contre la Finlande et les États-Unis, tu joues avec le feu, tu te forces à jouer du hockey de rattrapage tout le temps, puis c'est pas du tout une manière logique et efficace de gagner à long terme. Puis je reviens juste un petit point sur McKinnon, tu parlais. On sait que McKinnon a été malade pendant ce tournoi-là. On l'a vu à un moment donné, même vomir sur le banc. Il est quand même eu cette séquence-là. On l'a vu vomir sur le banc. Puis, il continue à jouer. Puis, mais au-delà de ça, je me demande à quel point il est malade, à quel point il est blessé. Parce que clairement, ce gars-là était l'ombre de lui-même. En prolongation, là, ce gars-là était méconnaissable. Il était un négatif. Tu peux vraiment dire que Nathan McKinnon était un négatif sur la glace. Là. En prolongation, Nathan McKinnon, même en 3e période, là, Nathan McKinnon était un négatif sur cette glace-là. Puis, évidemment, tu ne peux pas justifier de le clouer au banc et envoyer Seth Jarvis ou Nick Suzuki à sa place. Évidemment que tu ne peux pas justifier ça. Tu as McKinnon, puis surtout en l'absence de Crosby, tu as vraiment, vraiment besoin de te baser de te fier sur McKinnon. Surtout quand c'est lui qui t'a donné la victoire contre la Finlande en demi-finale. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, il y a quand même eu ce but-là, mais ça reste que à 5 contre 5 dans ce tournoi, parce que ce but-là est en avantage numérique. Nathan McKinnon, à 5 contre 5, n'a vraiment pas eu un grand tournoi. Puis, tu parlais de l'Avalanche, ça commençait déjà à glisser un petit peu avant la pause olympique. On commençait à perdre quelques matchs. Là, si McKinnon est blessé, c'est plus sérieusement blessé, peut-être aggraver quelque chose, le tournoi de Devon Toews ne devrait pas le mettre trop en confiance. Kyle McCarr, bon, ça a été une finale plus difficile, un tournoi pas si mauvais dans l'ensemble. Netchas a un bon tournoi, au moins. Là, ça va peut-être que lui, au moins, va arriver avec un peu plus de confiance. Mais non, moi, je suis un peu comme toi, Pop. J'ai vraiment hâte de voir comment l'Avalanche va répondre d'ici la fin de l'année. Parce que, puis, là, je parle de McKinnon beaucoup. Là, c'est pas le seul à blâmer quand même pour cette défaite-là. Là. Il y en a plusieurs. N'importe qui aurait pu mettre la rondelle dans le but. Là. Devon Toews aussi avait un filet complètement désert. Puis Celebrini a manqué des chances. Il y en a plein qui ont manqué des chances c'était sûr et certain. Là, Connor Hellebuyck a été très, très bon, là, mais ça reste que le Canada a surtout manqué d'opportunisme. Disons qu'on l'a aidé un peu. On l'a aidé. C'est ça, il y a sérieux manque d'opportunisme. Puis, tu sais, le fait que Hellebuyck soit aussi bon, faire en sorte que les gars
tu penses une petite demi-seconde de plus, puis là, tu perds ton temps de réaction. Puis, c'est toutes des petites affaires comme ça. Mais ça reste que McKinnon, en tant que leader de cette équipe-là, avait quand même un certain poids à tirer sur ses épaules. Et non seulement il ne l'a pas fait, il a été un négatif sur cette place aujourd'hui. Donc, tu mentionnais Connor Hellebuyck qui a été pas juste bon, pas juste excellent, il a été vraiment phénoménal dans cette victoire. Devon Toews, sans dire qu'il y avait 1 million d'options qui est donné, le réflexe bien vite quand la rondelle est devant toi, c'est arrange-toi pour que tu sac dedans. Et Connor Hellebuyck a eu le réflexe, effectivement, de mettre son bâton dans le chemin, mais a aussi arrêté au total 41 tirs de la formation canadienne. Quelqu'un qui... C'est drôle, hein, parce que c'est autant lui que Mitch Marner sont deux gars qui sont étiquetés, puis en même temps, il y a quand même une feuille de route qui existe pour pouvoir justifier ça, mais deux gars qui traînaient ce bagage et cette étiquette de joueurs qui ne se lèvent pas dans les grands moments, qui se sont levés dans les grands moments. Puis Connor Hellebuyck, le moment n'a jamais été plus gros pour lui que d'aller chercher cette médaille d'or, surtout en plus de la manière que ça s'est conclu aux 4 nations l'année dernière. Puis, sérieux, je voyais Connor Hellebuyck, puis j'étais comme, damn, c'est ça que les autres pays avaient l'air quand on avait Carey Price dans les nets. C'est ça, c'était ça la... Tu sais, je voyais vraiment des chaises de Carey Price dans la performance de Connor Hellebuyck. Mais dans le cas d'Hellebuyck, c'est vraiment nice parce qu'on parle quand même du gars qui a gagné le trophée Hart l'année passée. Là. Littéralement, le MVP de la dernière qui avait pas, là, une saison où les gens sont prêts à débattre était meilleure que la saison MVP de Carey Price. Là. Oui, quasiment. Puis j'embarquerai à 100% dans ce débat-là. Et il faut dire une affaire aussi. Là, la saison des Jets, on la jette aux poubelles. Tu sais, je pense que les Jets, c'est terminé de ce côté-là. Puis, Connor Hellebuyck, il y avait juste une chose qu'il aurait pu faire pour sauver un peu sa saison puis dire « Hey, ça va pas cette année à ma job à temps plein, mais au moins j'ai ma médaille d'or olympique puis j'ai été le MVP de ce match-là. » Puis, il s'est levé comme il est capable de le faire. Connor Hellebuyck a encore prouvé, malgré le fait que Winnipeg, ça va pas bien, qu'il est encore un des 3 meilleurs gardiens dans toute la planète au grand complet. Tu sais, avec un Shesterkin, un Sorokin, peut-être un Vasilevski, peut-être qu'on peut argumenter là-dessus. Mais ça fait juste montrer que les insuccès des Jets, c'est pas à cause de lui. Ou du moins, principalement, c'est pas à cause de lui. C'est ce match... Oui, vas-y. Mais, puis je fais juste terminer là-dessus. Tu le mets... Connor Hellebuyck derrière une brigade défensive qui avait Quinn Hughes, Brock Faber, Zach Werenski, Charlie McAvoy, Jacob Slavin comme 5e défenseur. Get the fuck out of here. Comment qu'on pouvait gagner contre ça, là? Honnêtement? Là? Cette défense-là était vraiment, vraiment solide. Puis écoute, tu parles d'Hellebuyck. Hellebuyck, quand même, va avoir 33 ans dans quelques mois. Qui sait s'il va encore être le gardien numéro 1 des États-Unis aux prochains Jeux olympiques? Il y a quand même la Coupe du Monde dans 2 ans, mais est-ce qu'il va encore être le prochain gardien numéro 1 aux Olympiques de 2030? En assumant que les joueurs de la LNH vont être de retour, on va espérer. Mais est-ce que c'était sa dernière chance d'être le gardien partant de l'équipe américaine? C'est possible. Et pour un gars qui, depuis le début de sa carrière, a un pedigree individuel extrêmement solide. Là, on parlait de son trophée Hart. C'est quand même un triple récipiendaire du Vezina, 2 fois le trophée Jennings. Cette médaille d'or olympique-là vient probablement de confirmer que ce gars-là va rentrer au temple de la renommée. Tu sais, c'est peut-être la seule chose qui manquait, le succès individuel, puis le succès en équipe, je veux dire. Et il vient de prouver aujourd'hui qu'il est capable de gagner ces gros matchs-là, d'amener son équipe jusqu'au bout. Puis il ne l'a pas fait avec une petite victoire de 16 arrêts parce que son équipe a défoncé l'autre bord puis on n'a rien donné. Non. Connor Hellebuyck a été le meilleur joueur sur cette glace-là aujourd'hui. Pour un gars qu'on a longtemps remarqué des diminutions de ses performances une fois arrivé en série, ce gars-là s'est levé aujourd'hui et a été une muraille littéralement. Et là, mine de rien, médaille d'or olympique, trophée Hart, 3 trophées Vizina, 2 trophées de Jennings. Il va être difficile à écarter du temple de la renommée quand va venir son tour. Et je pense que ça confirme sa place pour de bon. En fait, je vais même dire... C'est maintenant quoi la place de Connor Hellebuyck parmi les meilleurs gardiens américains de toute l'histoire du hockey? Il est très bien. Parce que, à part peut-être Jonathan Quick, il n'y a plus grand monde à tasser, là. Non.
Tu sais, puis à l'inverse, Quick a ses 2 Coupes Stanley, mais bon, Hellebuck a plus a les Vizina, a le MVP et la médaille d'or. Donc, tout garde, ça s'équilibre, on va voir. Après ça, c'est sûr que les fanatiques de l'histoire vont nous parler là, de Van Beesbrook, puis Mike Richter, Ryan Miller, à la limite. Faut quand même pas oublier Ryan Miller dans ce genre de classement-là aussi. Man, ce que Ryan Miller était un dog gardien dans le temps. Oh, mon Dieu, dans son temps. Dans le temps, avant que... Ben là, les sabres sont redevenus cool, mais dans le temps que les sabres étaient cool, dans l'ère post-Hachek, cette ère-là, vous donnez une petite idée, là. Mais, mon Dieu, ce qu'ils étaient cool. Donc, ben effectivement, les Bucks avec un sale tournoi, comme je mentionnais. Bon, Jack Hughes aussi, qui... Aussi, sans dire, bon, avide proie de critiques, mais beaucoup, bon, sur son caractère, sa présence aussi dans les grands moments. Encore une fois, le moment n'a jamais été plus grand, puis en plus, bon, avec une dent qui va devoir être réparée, qui sait, peut-être une petite dent en or, qui sait, si c'est pas assez, si ça ne fonctionne pas assez avec le moment, après, ça va être quelques dents quand même, je pense. C'était quoi, 3 4 dents, je pense? Attends, Mais écoute, honnêtement, là, puis je me souviens, j'écoutais la 3e période, puis tu sais, je voyais Sam Bennett aller en échec avant, puis j'étais comme. Puis quand ils ont collé la punition, j'ai fait quoi? Ils collent la punition? Parce que moi, je pensais au début qu'ils collaient une affaire comme genre assaut, genre, tu sais, parce que Sam Bennett, ça venait rapidement, il voulait aller ramasser. Ouais. Moi, je pensais au début, c'était ça. T'en sors le vent. Puis ben, c'est ça, puis là, on monte la reprise. Tu sais, c'est un high stick clair et précis, mais j'étais genre, bon, c'est un 2 minutes, tu sais, finalement, il colle un 4. Je vois cette photo passer et je me dis, tabarnache, je comprends pourquoi il y a eu un 4 minutes là-dessus. C'était violent, là. Même au ralenti, c'était violent, là. Mais pour ceux qui nous regardent en version audio, là, c'est une photo de Jack Hughes avec une palette genre chip. Le côté supérieur gauche en sang avec le drapeau américain durant les célébrations. Pour vrai, si on avait une photo hockey de l'année, je pense qu'on vient de trouver le gagnant là, pour 2026. Ça sera utilisé pour de la ça sera utilisé pour de la propagande américaine dans les écoles. C'est quoi? J'approuve. J'approuverais. Ça sera la plus grosse propagande américaine que Rocky 4. Ça, je peux. Ouais. En fait, c'est leur moment Rocky 4. Pas mal. Le Rocky 4 au hockey, ce qui va se passer aujourd'hui. Écoute, puis Jackie aussi, une petite affaire que je trouve vraiment cool. On a parlé de. Tu sais, des fois, il y a des critiques sur le caractère du gars. Tu sais, comme quoi c'était un gars qui a peur d'aller de jouer physique de ces gros moments-là. Jack Hughes a commencé ce tournoi-là, il faut le rappeler. Là. Petit rappel de l'histoire de Jack Hughes des derniers mois. Là. Ce gars-là se fend la main dans un souper d'équipe. Il ne faut pas oublier, ça part de là. Ça fait 2 mois et demi de ça. Là, dans un accident qui a été qualifié de freak par tous ceux qui l'ont vu. Okay? Et là, il fait de la réhabilitation, manque un bon bout, revient un petit peu avant les Olympiques. Pas exactement du grand jeu. T'es en train de se mettre la base de partisan à dos. Son équipe va même pas chercher son frère qui se fait échanger quand tout le monde pensait qu'il s'en venait avec les Devils. Son autre frère qui joue avec les Devils, lui aussi se fait ramasser par tout le monde. Arrive avec les États-Unis, sérieusement, la réputation aurait difficilement pu être pire. Et là, commence sur le 4e trio. Puis, tu sais, clairement, tu sens qu'il amène de quoi dans son jeu, ça va bien. Puis tranquillement, pas vite, grimpe les échelons. Et là, se ramasse avec, pour un qui commence sur le 4e trio, là, avec 1 point par match dans ce tournoi-là. C'est incluant le but en or, probablement le but le plus important que les États-Unis ont marqué sur la scène internationale depuis 1980. On a longtemps parlé de Jack Hughes comme étant l'enfant promis, puis le sauveur du hockey américain avec Austin Matthews quelques années avant lui. Jack Hughes, quand il est arrivé, il y avait un énorme buzz autour de lui, le premier show total et tout. Jack Hughes, aujourd'hui, a été le sauveur du hockey américain. C'est ce qui est arrivé. C'est celui qu'on vantait il y a maintenant 7 ans. Ça fait déjà 7 ans que Jack Hughes est dans la ligue. Puis, on s'attendait à ce qu'il se lève éventuellement, que ce soit un gros morceau de ces équipes-là des États-Unis sur la scène internationale. Et quelques années plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé. Pour un gars qui est arrivé dans ce tournoi-là avec une réputation épouvantable, ça allait vraiment, vraiment mal pour Jack Hughes quand il a pris l'avion vers Milan. Et là, il va revenir au New Jersey avec probablement le plus beau virage de réputation en 2 semaines que tu as vu dans le monde du hockey depuis un bon bout.
Félix, dans tout ça, tu sais, tu as énuméré toute la progression de Jack Hughes, tu as oublié un autre événement qui s'est passé dans le cas de Jack Hughes. Est-ce que vous vous souvenez vraiment comment les Olympiques ont commencé? Je vous rappelle que Tate McRae, qui est la blonde de Jack Hughes, qui apparaît dans un commercial pour les États-Unis. Alors que la c'est fille vient de l'Alberta. officiellement? Oui. Ah, officiellement, bon. Fait que officiellement, Tate McRae, on lâché on la revendique plus. C'est terminé. C'est terminé. Fait que, tu sais, Jack Hughes, ça allait tellement mal, il a fallu que sa blonde en rajoute une couche pour un cauchemar de relations patriotiques publiques. Ah, ça c'était pas bien. Que veux-tu, hein? Il y en a qui étaient prêts à aller à la guerre pour ça. Que veux-tu, hein? Écoute, j'ai pas d'opinion sur Tate McRae, ben honnêtement. Pour de vrai, parenthèse, là, c'était une de ces chansons qui passait toujours dans ma For You page sur TikTok. J'aurais pas pu dire un mot, je comprenais rien avec le style, mais bon, ça a son style, elle a son monde, elle a ses fans. Tant mieux. More power to you. Votre opinion, messieurs, sur le 3 contre 3, bon, avant d'éviter toute accusation de partisanerie et d'être mauvais perdant, quoi que ce soit, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que c'est une discussion depuis le début à savoir, c'est-tu vraiment nécessaire le 3 contre 3 aux Olympiques? J'ai presque envie de dire une chance que ça ne s'est pas rendu en tir de barrage, mais maintenant que c'est fini et avec du recul, avec une victoire et une défaite canadienne en prolongation et bon, les autres matchs se sont donnés, notamment celui des États-Unis, tout ça. Votre opinion de la chose sur une scène telle que les Olympiques? Écoute, j'ai pas fait une recherche très exhaustive, OK? Mais le test visuel. J'ai pas fait beaucoup, mais tu sais, le test visuel en ce moment me dit que pas beaucoup de gars aux États-Unis sur Twitter qui se plaignent que ça s'est fini sur un 3 contre 3. Non. Je vais juste dire ça de même. C'est très unilatéral, les critiques. Mais écoute, mon opinion personnelle, c'est le monde qui critique le 3 contre 3, pour moi, c'est un peu too much. Je peux comprendre que c'est pas la meilleure formule en tant que telle, mais les joueurs viennent de jouer 55 matchs en je sais pas combien de jours, là, à un rythme de quasiment une game aux 2 jours, là, quasiment dans la Ligue nationale. Ceux-là qui se sont rendus jusqu'au bout, il n'y a pas eu de pause, là. Tu sais, Connor McDavid, là, c'est pas des vacances qui viennent de passer, là. Non. Eh mon Dieu, non. Non. Mettons, là, on joue à 55, ça va en 3-4e prolongation. Tu sais, à la limite, fait que, tu sais, je comprends pourquoi qu'on fait ça. Puis, les gens ont un peu la mémoire courte parce qu'ils disent « Ah, 5 contre 5 au hockey, c'est du vrai hockey. C'est de même que les grands matchs doivent se terminer. » Est-ce que je peux juste vous rappeler que 2010, ce n'était pas du 5 contre 5? Non. C'était du bon vieux 4 contre 4. Ouais. Il faut garder un peu la mémoire longue, un peu. Là. Le bon entre-deux, mais... C'était pas du 5 contre 5. Et pourtant, ce but est célébré comme le plus grand but de l'histoire du hockey canadien. Exactement. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est dans l'optique, en fait, où on veut, sans dire du vrai hockey, mais la dynamique, elle chiffre beaucoup quand même, là, du 3 contre 3 à passer du 4 contre 4. Mais bon, c'est un combat, Félix disait. Écoute, tu me demandes de choisir, évidemment que j'ai mis du 5 contre 5 que du 3 contre 3. Pour des matchs, c'est important. Le round préliminaire, même quart de finale, je m'en fous, le mets des 3 contre 3 si tu veux, mais un match comme ça, c'est sûr que du 5 contre 5. Ça fait plus match important, c'est la façon que les séries fonctionnent dans la NHL. Je comprends aussi le point de pop. Mais tu sais, puis l'autre affaire aussi, là, avant que ça chiale, ça n'a pas de bon sens. Comment ça, on a perdu à 3 contre 3, ça compte pas. Le 3 contre 3, là, moi, là, j'ai entendu un nombre incalculable de gens, et j'en ai fait partie, hein, j'en ai parlé moi aussi, ouais, mais à 3 contre 3, là, c'est tellement pas juste parce que le Canada a McDavid, McKinnon, Makar sur la glace, il va gagner littéralement tout le temps. Ben, tu sais quoi? 3 contre 3, c'est des affaires de même, des petites gimmicks qui arrivent.
Puis c'est pas parce que tu as les trois joueurs les plus talentueux de toute la ligue environ. Là, tu peux mettre certains autres gars là-dedans aussi, là, mais c'est pas parce que tu as peut-être les 3 joueurs les plus talentueux de la ligue que tu vas tout le temps gagner. Les règles étaient pareilles des deux bords à ma connaissance. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui joue à 3 et l'autre équipe joue à 5. Fait que, c'est comme ça qu'on a accepté de fonctionner pour ce tournoi-là. Puis, Pop l'a bien dit, tu veux pas que les gars se brûlent, tu veux pas que les gars jouent un match de 5 périodes de prolongation. Les gars recommencent à jouer jeudi dans la LNH. Ça va aller très, très vite. Là. Ils vont prendre l'avion d'ici la fin de la journée ou peut-être demain matin. Je pense que j'ai vu les États-Unis, ça va être demain matin. Ils vont revenir au plus tard demain dans la journée. 2 jours d'entraînement, ça repart. Oui, les États-Unis, probablement, le Vincent Trocheck, on l'a vu dans la ligne dire ce soir, je me pète la face. Mais écoute, lui, ça sera pas des vacances, mais qu'il revienne avec les Rangers. Là, fait que, écoute, ses valises. Non, lui, ça va être de pacter ses valises parce qu'il va se faire échanger 2 semaines après. Mais bref, je m'égare, on parlera pas plus longtemps de Vincent Trocheck. Le 3 contre 3, c'est cool en saison. Pour les matchs par reportage, j'aime moins, mais dans les circonstances, je comprends. Puis c'était les mêmes règles pour tout le monde, je veux rien. Et voilà. Moi, il y a 2 choses que je vais ajouter là-dessus. Premièrement, tu mets McDavid, McKinnon, McCarr avec Martin Saint-Louis derrière le coach qui gère le 3 contre 3, à quel point ça serait OP. Moi, je fais juste dire que c'est quand même Philippe la meilleure Dano équipe en 3 contre 3 de la Ligue nationale, mais ça, I digress. Mais c'est quand même Philippe Dano qui irait prendre la mise au jeu. Parce que c'est pas. C'est vrai. Oui, exact. Mais d'ailleurs, Bo Horvat qui avait eu une mise en jeu en zone offensive qui, après l'avoir gagné, avait été substitué. Mais bon, puis on a vu encore une fois comment un risque de la part de Cale Makar a essentiellement, du moins subséquemment, coulé cette conquête canadienne en une victoire américaine. Boys, si je peux rajouter une dernière affaire aussi. Très vite. La disparité de la pratique du 3 contre 3 entre les hommes et les femmes était tellement frappante cette semaine. Puis c'est même pas un commentaire négatif sur le hockey féminin. Okay. Je ne sais pas si vous avez vu la finale féminine, mais ça pratique pas autant le 3 contre 3 que chez les gars, et ça paraît. Et c'est nécessairement pas une mauvaise chose. Écoute, je te fais confiance là-dessus. Je veux dire, je pense pas que ça va moins pratiquer que ça, là, mais écoute. Mais tu vois qu'ils ont moins d'expérience, par exemple. C'est peut-être, je dirais ça. Les hommes ont peut-être plus d'expérience. Je veux dire, dans le sens que chez les hommes, dans la LNH, ça fait 10 ans aussi que le résultat... c'est très structuré. Tu voyais la finale féminine, là, c'était up and down. Là. Tu voyais qu'il y avait... on voyait les premières années du 3 contre 3 dans la Ligue nationale. Puis ça, honnêtement, ça me manque un peu. Ce sera tout. Dustin Byfuglien, qui n'était d'ailleurs pas grand fan de la chose. Messieurs, ça demande une question un peu rhétorique, là, parce qu'en soi, c'est pas une crise nationale, mais je vous demande quand même la question s'il y a manière à s'inquiéter pour le futur du hockey canadien, du développement au Canada. C'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué comme question parce que c'est sûr que si tu regardes juste aujourd'hui, il y a moyen, comme le dit Nathan McKinnon l'a dit, je voulais juger qui a été la meilleure équipe. Puis tu peux très bien dire que le Canada était la meilleure équipe sur la glace aujourd'hui. Il y a vraiment moyen d'argumenter ça. Le problème, c'est quand tu commences à regarder de manière générale. Okay? Le Canada a perdu en finale aujourd'hui au niveau des hommes. Le Canada a perdu en finale jeudi contre les Américaines chez les femmes. Mondial junior, le Canada a de la misère depuis des années à se rendre jusqu'à la médaille d'or. Ça commence tranquillement. Il y a une absence de plus en plus de résultats. Oui, il y a eu la confrontation des 4 nations l'an passé. C'est vrai, on a gagné ce tournoi-là qui était un drôle de tournoi. Là. L'intensité était là. La victoire est complètement légitime. Ça restait quand même un tournoi un peu bizarre. Est-ce qu'il y a une manière à s'inquiéter? Je ne sais pas si c'est particulièrement qu'il faut s'inquiéter pour ça, que c'est que le reste du monde commence à rattraper. Puis tu sais, on a longtemps parlé de la Russie qui se développait, les États-Unis, clairement, ça se développe, puis la Finlande, la Suède vont toujours être là. Mais on a aussi vu d'autres petites puissances pousser pendant ce tournoi-là. La Slovaquie qui s'est rendue en match de la médaille de bronze. On a vu l'Allemagne connaître des bons moments dans ce tournoi-là aussi avec des Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle. Il y a du monde là. Et je pense que de plus en plus, c'est pas tant que le Canada diminue, mais plus que tout le reste du monde commence à s'élever. Puis le Canada a de la misère à garder son emprise sur le reste du monde à ce niveau-là. Cela étant dit, quand tu regardes
est-ce qu'on a un problème avec le développement? C'est difficile de penser que tu en as un quand tu regardes ce que Macklin Celebrini, 19 ans, vient de faire dans ce tournoi-là. Quand tu sais que Matthew Schaefer aurait très bien pu être là à 18 ans, même pas une saison complète dans la LNH, que Connor Bedard à 20 ans risque d'être un morceau important de ton équipe dans les prochaines années. En plus, Gavin McKenna et Landon Dupont qui cognent à la porte aussi. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que, tu regardes, il y en a encore quelques-uns, puis il n'y a pas moyen il n'y a pas le feu dans la cabane pour le moment, mais le point est que le Canada, contrairement à, disons, il y a peut-être 15-20 ans, n'est pas la seule grande pépinière de talent qu'on a. Il y en a de plus en plus partout dans le monde. Si la Russie revient aux Jeux olympiques un jour aussi, ça va être un autre pays à prendre extrêmement au sérieux qui va éventuellement aussi nuire aux chances de médaille du Canada. Puis, on le sait, c'est un match, ça peut aller vite. On le voit dans la NFL, puis on l'a vu encore aux Olympiques, même si la logique a été plus respectée dans ces jeux-là. L'équipe, tu peux te faire avoir une game, puis ça finit là. Puis, des fois, il ne faut pas suranalyser non plus une défaite dans un match comme ça. Bon, imaginons, d'un matin, le Lightning il en perd une contre juste les Blackhawks. Ça ne fait pas en sorte que les Blackhawks sont une meilleure équipe que le Lightning. Là. Ça veut juste en sorte que c'est un match. Des fois, tu n'en as pas une bonne dans le système. Des fois, tu te fais avoir parce que le goaler de l'autre bord n'est pas battable. Puis, c'est des petites affaires comme ça. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il y a une petite tendance inquiétante au niveau des résultats. Mais de là à dire vraiment comme Matthew Tkachuk que le hockey, c'est le sport des Américains, on n'est pas rendu complètement là. C'est rendu le sport d'un peu plus mondialisé maintenant. Je pense qu'on le voit un petit peu. Ben, en fait, le point de comparaison, je pense, le plus flagrant, c'est un peu avec le basketball qui, bon, les États-Unis qui, aux derniers Olympiques, ont pas... de mémoire, là, ça doit être la médaille la plus difficile qu'ils ont eue. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quand ça doit remonter, à part, je veux dire, 2004, quand ils ne l'ont pas eu, en fait. Mais au-delà de ça, avec les joueurs qu'ils avaient, ça a vraiment juste nécessité une performance surhumaine de Stephen Curry en finale et aussi une performance phénoménale d'équipe en demi-finale alors qu'ils étaient sur le point de se faire sortir par les Serbes. Mais c'est une mondialisation du sport de manière générale, du sport avec un S majuscule, on va dire ça comme ça, même si ça vous comprenez. Oui. Les sports se mondialisent, il y a plus de parité et de manière générale, c'est le fun à voir aussi, là. C'est le fun à voir, mais sais-tu, moi, c'est quoi le point, moi, que je voulais aborder par rapport justement à ce sujet-là? Vas-y donc. Regardez le roster des États-Unis à ces Olympiques, puis regardez le Canada. Ils sont jeunes. Je ne sais pas pour vous autres, mais le Canada était quand même relativement vieux, là. Ben, je veux dire, il y avait Macklin Celebrini, mais le gars le plus vieux du côté des Américains, c'est Brock Nelson. Et il faut dire que Brock Nelson a connu un excellent tournoi là, pour le rôle qu'il avait. Il a aussi connu la guerre civile en 1700 avec ses photos. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. mais je vais juste vous dire que ces Olympiques de 2026, ça va être un changement de garde là, pour le Canada. Là, il y a... tu sais, les reptiles qui muent, là, qui font que la peau mue là, durant leur cycle, là, je pense qu'on est rendu à cette étape-là pour le programme canadien parce que... Es-tu en train de dire que le programme canadien, ce sont des reptiliens? Oh! Chapeau d'aluminium! Oh! Ça, maintenant que t'en parles, là, on pourrait... Non. Mais mon point étant que le Canada, là, je vous dis, Brock Nelson était le plus vieux joueur du côté des États-Unis. Il y avait 3 gars. En fait, il y avait 4 gars qui étaient plus vieux que Brock Nelson sur l'équipe canadienne. Crosby, Marchand, Drew Doughty. Je le compte pareil, là, mais c'est une statistique en tant que telle. Darcy Kemper, qui était là-dessus. Puis tu as quasiment Mark Stone là, qui rentre là-dedans. Là. Tout ça pour dire que dans 4 ans, le portrait olympique canadien va être complètement différent. Drew Doughty, Colton Parayko, merci de votre service. On n'a plus besoin de vous autres. Travis Sanheim part avec eux autres. Pour vrai, Travis Sanheim, je ne l'ai pas détesté contre la Finlande. Je ne l'ai pas détesté contre la Finlande aussi. Mais écoute, mais tu sais, Sidney Crosby, malheureusement, il y a des très fortes chances à ce soit ses derniers Jeux olympiques. Brad Marchand, pauvre lui. Brad Marchand avait l'air de Brendan Gallagher avec le Canadien. Il y avait tout le vouloir du monde,
mais rien fonctionnait. Puis déjà que Brave Marchand n'est pas tout jeune, je pense que lui non plus, il n'est pas à 100%. Non. Mon point, tu sais, Colton Parayko, ça ne sera plus là. Mark Stone, ça ne sera plus là. Jordan Bennington, c'est pas assuré que dans 4 ans, il va être encore là. Puis, dans 4 ans, tu vas avoir une injection de talent. Tu vas avoir un Matthew Schaefer, peut-être un Landon Dupont, peut-être un Gavin McKenna, peut-être, je ne sais pas, un gars comme Dylan Gunter, mettons. Tu sais? Mais en même temps, oublie pas qu'il y a 4 ans, on se disait ça de Alexis Lafrenière, des Owen Power, des. J'en ai oublié un autre. Bref, on en voyait d'autres arriver éventuellement qui ne sont jamais arrivés. Probablement Connor Bedard qu'on se dit. Mais en même temps, les gars, puis on va essayer de finir très vite là-dessus. Là. Pop, je te laisse la parole d'un peu après, mais essentiellement. Puis ça, c'est juste une observation en passant vite sur le sujet, mais même les 2 dernières formations canadiennes avec des joueurs de la Ligue nationale, c'était aussi des groupes avec des joueurs très aguerris, des Chris Kunitz, on avait des Dan Hamius, des Marc-Édouard Vlasic, Shea Weber, Duncan Keith, Carey Price, c'était tous des gens fin vingtaine, début trentaine, et après ça, la précédente, c'était avec des Scott Niedermayer, des Chris Pronger en fin de carrière, mais bref, Pop, dernier point là-dessus. C'est un bon point de Mio, parce que, je pense que ça va être peut-être de regarder de Hockey Canada, de peut-être laisser un peu de vétérans pour un petit peu plus de jeunesse et de fringueurs sur la patinoire. Tu sais, les États-Unis n'ont pas, eu peur d'avoir envoyé un Matthew Boldy là, sur la glace aujourd'hui ou un Brock Faber. Là. Puis je pense qu'on est peut-être rendu là du côté du Canada. C'est comme un cycle qui se termine. Là, on va recommencer un autre. Il y a des bédards qui s'en viennent, etc. Puis on verra ce que dans 4 ans va nous réserver. Exactement. C'est un cycle olympique. C'est long. Donc, on aura certainement bien du temps pour en jaser. Donc, effectivement, boys, c'est ce qui met fin à cette discussion des Olympiques. On rejasera de tout ça, bien sûr, lorsque, l'actualité va nous le permettre aussi, quand on va en jaser de toutes ces belles petites affaires-là. OK, du côté du basketball, une grosse discussion qu'on avait jasée la semaine dernière, tant qu'à parler de développement, c'était le repêchage et le tanking. Tout ça, d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ça la dernière fois, mais je pense que pour de vrai, que de permettre aux équipes de signer les recrues en tant qu'agents libres, je pense que on n'a pas parlé de la pire idée qui nous était sortie, qui était le tournoi pour déterminer le premier choix. J'ai vu cette semaine, OK, un gars qui disait Adam Silver, là, quand il est confronté à un problème depuis 10 ans à peu près. Quand Adam Silver est confronté à un problème, il règle généralement toujours d'une seule et même façon. Un tournoi. Rajoute un tournoi là-dedans, ça va aider. Le match des étoiles ne fonctionne pas, rajoute un tournoi. Des équipes de milieu de peloton, on ne sait pas quoi faire avec, rajoute un tournoi. Là, le repêchage, je ne sais pas quoi faire. OK. C'est le tournament. Oh! Puis en plus, tu t'oublies, les games de janvier et février, ça compte plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Un tournoi pendant la saison. Cet homme ne peut s'empêcher d'acheter des tournois. Il ne peut pas s'empêcher d'acheter des tournois. À un moment donné, la NBA, ça va être un gros tournoi. Je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense qu'il est juste dans l'esprit olympique. Il a vu plein de tournois là, dans les 2 dernières semaines. Puis il a fait, tu sais quoi? Il me semble que je ferais un autre tournoi. Il me semble que je ferais un petit tournoi. Là. Comment je peux justifier de mettre un autre tournoi? Les mauvaises équipes. Puis, le pire, c'est qu'on y a tous déjà pensé à cette idée-là de ouais, OK, mais mettons que dans la NFL, les 2 pires équipes s'affrontaient pour le premier choix, ça remplace le Pro Bowl. Là, il y a tous déjà pensé. Oui, mais tu sais, ce qui est encore plus. Tu réalises que ça n'a pas décidé de bon sens parce que qui le veut le premier choix quand tu joues? Non, mais tu sais, mais tu sais, ce qui est encore pire, c'est le fait que quelqu'un qui se botte le cul pour essentiellement peut-être avoir son remplaçant être repêché. C'est ça, évidemment. C'est de la chier. Ouais, ça marche pas. C'est de la chier. Bref. Ça, c'est juste un point sur lequel on voulait jaser, mais Shams Charania qui continue de travailler très fort après une saison des échanges, ma foi, désastreuse pour un certain joueur des Bucks de Milwaukee et à quel point on s'est fait gaslight toute cette semaine-là. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet qui nous apporte, c'est comme quoi, on va commencer à avoir des discussions pour avoir des nouvelles règles pour prévenir le tanking à partir de la saison prochaine. Et voici, messieurs, les points qui sont sur la table. Et je ne demanderai pas là, de tous les classer parce que, il y en a ben trop, là, il y en a 6-7. Mais on parle d'altérer la protection des 4 ou peut-être des 14 premiers choix. Donc, peut-être juste protéger les 4 premiers choix. On va voir, surtout dans des échanges.
Ensuite, on en a qui commencent à être bons, par contre. Je lis les pourcentages de chance à peu près dans les alentours de la date limite des transactions. On a vu ce que ça a donné en sortant de là. On a 8 équipes qui se battent pour avoir le premier choix. Ensuite, on pourrait empêcher les équipes de ramasser un choix de top 4 à plusieurs années consécutives, ce qui est par contre dommage pour des équipes qui sont vraiment nulles comme les Kings ou comme les Pélicans. Ben, les Kings, on va leur donner, ils font exprès d'être poches parce que, bon, il y a un certain problème de compétence là-bas, mais les Pélicans qui sont juste mauvais, comme j'en sais avec Pop, c'est du ethical tanking, eux autres, parce qu'ils sont juste nuls. Bon, ensuite, impossible de revenir dans le top 4 après avoir fait les finales. Ben, c'est un peu dommage pour les Pacers parce que, bon, on a vu ce qui est arrivé à Tyrese Haliburton. Je veux dire, si c'était pas de Tyrese Haliburton, ces gars-là étaient champions potentiellement. Bon, ensuite, baser les chances à la loterie sur une période de 2 saisons, ça, c'est intriguant. Par contre, bon, c'est un peu contradictoire à d'autres mesures qui ont été mentionnées précédemment, mais bon, de baser sur le fait, OK, peut-être que tu auras des meilleures chances si c'est sur 2 ans. Ensuite, bon, on a inclure les équipes de play-in dans la loterie. Là, imagine les Bulls de Chicago et les Hawks d'Atlanta. Les Hawks, les Kings de Sacramento, pas mal les Pelicans aussi habituellement qui ont tendance à se retrouver là. Essentiellement, un peu ce qui est arrivé avec les Mavericks. Les Mavericks qui n'étaient pas trop loin encore du play-in. Golden State commence aussi à être là-dedans aussi. Là. On commence à oublier, là. Ouais, eux autres, parle-moi-en pas. Ou encore, regrouper plus d'échanges dans le pourcentage. Donc, comment ça a été dit en anglais, là, c'est flatten the odds. Donc, c'est de d'écraser, non pas la courbe pour revenir à un vieux langage, mais d'écraser les chances pour toutes les équipes, ou peut-être même élargir le bassin de ce plus haut pourcentage-là. Mais en ce moment, on est vraiment en mode solution. Et comme dit un philosophe qui fait partie de cette discussion, messieurs, je pense qu'on va juste arriver à... Tu prends toutes ces idées-là, tu trouves le mur le plus proche, tu mets comme dans une petite balle, là, tu varges toutes sur le mur, et tu sais quoi? On va voir laquelle qui va coller. On fait un tournoi des idées, puis on regarde laquelle. Oh! Non, mais, ça serait de bonne Le tournoi des idées! Tu prends les idées, là, t'en fais un tournoi, puis tu diffuses la télévision nationale à comme, pour vrai? à comme 4 heures de l'après-midi, là, ça va être débile, les gens vont tous être là. Mais écoute, je reviens sur un peu quelques idées que tu as parlé. Je lis le pourcentage de chance tournoi de la limite. Je l'ai vu bouger, je l'ai vu circuler. Je comprends pas pourquoi cette idée-là serait si bonne que ça, parce que la seule affaire que ça ferait, c'est de déplacer le problème. Parce que tu vois, au lieu de tanker violemment en fin de saison, là, la seule chose qui va arriver, OK? Les équipes vont tanker de manière spectaculaire pendant les premiers mois de la saison. Là, la date limite va arriver. Puis, ils vont se préparer pour l'an prochain. Puis, on va jouer une coupe de gars. Puis, je suis sûr qu'ils vont avoir des matchs super le fun en fin de saison. Toutes les équipes vont se donner. Ils n'auront pas de raison de protéger leurs joueurs. Ça règle un peu le problème, mais ça va faire en sorte que le premier 2 tiers de ta saison, là, tu viens un peu de le sauver avec le play-in, qu'il y a un semblant d'intérêt qui se développe pour ça. Là. Sérieusement, je ne vois pas en quoi geler le pourcentage de chance avec la date limite, ça change quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on fait juste régler une partie du problème en aggravant encore plus une autre partie du problème. Moi, celle que je reviens tout le temps, puis j'en avais parlé, ça ressemble un peu à ce que je parlais la semaine dernière. Empêcher une équipe de ramasser un choix de top 4 plusieurs années consécutives, c'est pas exactement ce que je disais la semaine passée, dans le sens où, moi, je parlais plus il y a un certain seuil de victoire avec 20 victoires. Le 20 est évidemment retravaillé, c'est pas 20 ou rien. Là. Mais mon point, c'est sûr que là, si tu récompenses cette médiocrité-là constante, là, tu as un problème. Mais si tu dis aux équipes, OK, c'est correct, vous avez vos choix, mais mettons, là, ça fait 4 ans que vous êtes dans le cave. Là. Même là, je pense que on ne veut pas 2 années consécutives. Là. Fait, imaginons, là, vous avez été mauvais, vous êtes encore mauvais l'année après. Mais là, sérieusement, il va falloir trouver d'autres solutions. Là. C'est pas juste le repêchage qui va tout le temps vous sauver. Il va falloir développer un peu plus. Il va falloir aller faire les échanges. Il va falloir utiliser les joueurs autonomes. On donne plein de façons d'acquérir des joueurs. Pas nécessairement. Le repêchage pourrait devenir un privilège plus qu'un droit. Ça pourrait être ça. Je pense que pour moi, ça reste la façon la plus facile de régler le problème. Hey, impossible de choisir dans le top 4 après avoir fait la finale. Veux-tu bien me dire, OK, à quel point ça là, parce que les Pacers sont pas bons cette année, là, mais habituellement, dans 99% des cas, ce n'est jamais un enjeu. Jamais, 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 jamais. Veux-tu bien me dire pourquoi on parle? Ça réglera absolument rien, ça.
Fait que les autres idées là, qui est cool. Les chances à la loterie sur 2 saisons, c'est pas si pire, mais j'aimerais ça qu'on va juste encourager les tanks encore plus longs. Les équipes de play-in, peut-être. Plus de pourcentage, plus d'équipes par pourcentage, la courbe. Là. Je sais pas. Je pense encore que la meilleure là-dedans, c'est empêcher les équipes de repêcher dans le top 4 plusieurs années consécutives. Je pense que c'est la manière la plus simple de régler le problème. Ou peut-être faire comme à la F1, tu mets une pénalité de 5 ou 10 rangs, mettons. Sans enlever leur choix, là, parce que... Ouais, ça là, on en avait jasé, je pense, la semaine dernière. Mais Félix, moi, ça me fait rire parce que tu parles de la règle d'impossible de choisir dans le top 4 puis tu parles des Pacers. Moi, c'est le contraire. Moi, je pense au Thunder. Parce que moi, pour vrai, cette règle-là, c'est clairement la réponse de Adam Silver pour dire « Hey, on va créer une règle pour empêcher que des gros rebuilding ou des Sam Presti de ce monde soient trop bons dans leur rebuilding. En sorte que des équipes championnes pourront pas repêcher top 4 l'année suivante parce que si vous suivez l'NBA, c'est une chose qui est possible à cause des Clippers qui n'ont plus leur choix de première ronde au prochain repêchage qui appartient au Thunder d'Oklahoma City après avoir que ces derniers aient gagné le championnat l'année dernière. Moi, pour moi, cette règle-là, ça criait le Sam Presti Rule là, par Adam Silver. Mais oui, mais tu sais quoi, tu sais quoi? C'est un honneur que d'avoir des règles pour empêcher à quel point... Puis tu sais, c'est drôle, c'est même pas juste briser les règles, c'est juste t'es trop bon à ce que t'as fait. Mais c'est ça, mais pour moi, c'est comme cette règle-là. Si c'est, mettons, pour vraiment prévenir, ou si, mettons, c'est un cas, comme Félix disait pour les Pacers, c'est pas de la faute à Sam Presti, c'est tous ses trades, puis tout ce qu'il a fait, son rebuild, ça a tout vraiment bien marché. C'est pas de sa faute. Puis en même temps, le repêchage est aussi loin qu'il peut y avoir loin d'une science exacte. Là. Puis surtout que il y a des choix que ça va loin dans les transactions. Là. Quand tu échanges des choix dans l'NBA, ça peut être long avant que ça se concrétise. C'est ça. Tu sais, c'est pas genre, oui, c'est le prochain gars qui s'en vient dans 2 ans. Non. Allez voir d'ailleurs là, quand l'échange de Paul George s'est fait. Donc, on proposait ça. Là. Écoutez, mesdames et messieurs, on va sortir pour les gens qui ont le plaisir d'être sur la version YouTube de la Triple Menace. Vous allez quand même avoir l'occasion de voir ça. Laisse-moi juste trouver une image de peut-être plus haute qualité parce que, bon, je me suis arrangé pour trouver celle-là qui avait peut-être la pire qualité. Mais tout ça pour dire, Paul George, qui est vraiment perçu en fait comme le premier pilier de tous ces échanges-là. Bon, laissez-moi juste faire un téléchargement d'images. Puis en même temps, ben, c'est pour vous, les boys aussi. Hein? Donc, vous devriez me remercier. Mais tu sais, en même temps, Paul George, ça date de quoi, 2019? C'est 2019, ce trade-là? Oui, exactement. L'entre-saison 2019. Donc, 2019, voyons voir les choix du Thunder, OK? Que le choix qu'ils ont eu de la part des Clippers, des choix de 2021, 2022, 2024. C'est déjà 5 ans de projection dans le futur. 2025, 2025 et 2026. Mesdames et messieurs, ils projetaient jusqu'à 6 à 7 ans dans le futur. Il n'y avait pas moyen de prévoir ça, là. Puis Dieu merci qu'en 6-7 ans, tu peux en faire en masse un rebuilding, là. Tu sais, si tout marche... Puis que dans 6-7 ans, tu es une équipe contender, tu t'en vas en finale de conférence, ben non, on ne te donnera pas le choix parce que tu as trop vu dans le futur, tu avais trop la vision. Mais écoute, je pense que, tu sais, si on veut... Je vois pas un lien avec le tanking à ce niveau-là. Là, je comprends un peu le point. Puis oui, effectivement, tu veux éviter, mais c'est pas parce que le Thunder a des choix de première ronde qui tank. Puis au point qu'au contraire, je veux dire, les Clippers n'ont aucun avantage à tanker parce qu'ils n'ont pas leur choix. Je suis pas sûr que c'est vraiment purement lié à ça, mais excuse, je demande à me concentrer parce que je regarde l'échange en avant de moi, puis je sais Gilgeous-Alexander, puis 6 choix de première ronde pour Paul George, c'est outrageux, man. Je suis comme pas capable de me concentrer quand je vois autant d'affaires pour Paul George, puis les 6 choix de première ronde, c'est pas ce qu'il va... Mettez un peu de respect à Dalino Gallinari dans cet échange. Dalino Gallinari, là, c'est Tyler Pitlick dans l'échange de Tyler Toffoli. Il est juste là pour remplir un Je sais, mais il mérite quand même Non. Cette saison 2019-2020, Gallinari a été crissement
utile. C'est aussi l'année avec Chris Paul, d'ailleurs. Là. Ouh. OK, bon, OK. Est-ce que t'es mieux Shea ou Gallinari? Non, mais là, attends un peu, là, c'était pas juste remplir un chandail, mais bon, regarde, Félix. Tu comprends mon c'est point. pas- Tu comprends mon point. C'est pas le débat à l'œuvre en ce moment. Non, je sais, mais tu comprends mon point. Bref, tout ça pour dire, je reviens un peu aux mesures anti-tanking et tout. Tu sais, empêcher une équipe de ramasser. Je pense encore que c'est la meilleure. Je pense que c'est la plus logique, la plus sensée. Écoute, peut-être que c'est juste moi qui comprends pourquoi c'est pas la plus logique. Peut-être qu'il y en a une autre extrêmement logique qui est juste de la misère à comprendre et à imaginer en ce moment. Mais tu sais, altérer la protection des 4 ou 14 premiers choix. Ça, là, sérieusement, je ne vois pas ce que ça change. J'ai l'impression qu'on ne règle absolument rien avec ça. Parce qu'au contraire, si tu veux protéger un choix de top 4, le temps de te protéger ton choix de top 4, puis ça va pas. Tu as tout avantage à perdre le plus de matchs possible à ce moment-là parce que tu veux garder ton choix. Je comprends juste pas ce qu'on veut. Mais pour moi, la plus simple, c'est t'empêches l'équipe de ramasser un choix top 4, top 5, peu importe, limite. Une équipe peut pas repêcher très haut s'il n'y a pas qu'à de gagner 20 matchs pendant 2 saisons consécutives. 20 matchs en une saison pendant 2 années consécutives. Ça n'a pas de sens. Tu veux empêcher les équipes de tanker, tu veux empêcher les équipes de se dire on va s'assurer de perdre le plus de matchs possible. Il me semble que la solution la plus simple, c'est force-la à gagner des matchs. Arrête de mettre 20 000 clauses de ouais, ben tu peux pas faire ça, ouais, mais. Non. Tu veux que les équipes arrêtent de perdre volontairement des matchs. La meilleure manière de les forcer à les gagner, c'est de les forcer à les gagner pour avoir quelque chose. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Je viens de penser à ça. Quand on parle d'altérer la protection, mettons top 4, là. Mettons, on va juste, dans ce cas-ci, top 4. Est-ce que ça touche des transactions? Ce que je veux dire, mettons, on se ramasse, on retourne dans le temps en 2017, quand les Celtics de Boston, qui avaient le premier choix au total, échangent avec les 76ers, ce qui allait devenir Jason Tatum avec les Celtics. Ça va-tu empêcher ça? Non, mais non, les choix n'étaient pas protégés. Mais tu peux pas altérer les 4 premiers choix. Non, tu peux pas. Non, c'est la protection. Tu peux pas. Ce serait d'empêcher d'échanger un choix qui est protégé top 4. Donc, d'ajuster la protection à ce niveau-là. Ah, c'est okay, pas okay. que c'est pas les 4 premiers choix ne peuvent pas être échangés. Parce que Non. si tu empêches les 4 premiers choix d'être échangés, tu veux vraiment être sûr que les équipes tankent comme il faut, là, vraiment être bien sûr, là, de tout le temps bien s'assurer de finir dans le top 4, là, fais ça. Mais c'est la solution la plus simple. Je me répète, là. Si tu veux que les équipes arrêtent de perdre volontairement des matchs, force-les à les gagner. Mais tu sais, c'est quoi? Genre, tu donnes un cadeau parce que tu fais ce que tu fais déjà, gagner des matchs? C'est pas capable de gagner, mais on en est là. Mais en même temps, on est rendu là. Je veux dire ça de même, on est rendu là à devoir les récompenser pour gagner, mais bon, regarde. Pour donner une idée, là, quand même, en ce moment, là, on est dimanche après-midi, on enregistre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes de la NBA ont moins de 20 victoires. C'est horrible. Les Mavericks, le Jazz, les Wizards, les Pelicans, les Nets, les Pacers et les Kings de Sacramento qui ont d'ailleurs 12 victoires. 12. C'est terrible. Et qui ont perdu leurs 13 dernières, soit dit en passant. Puis eux autres, c'est ça. Eux autres sont juste nuls. Ils sont juste vraiment nuls. Parce que si, mettons, on prend l'idée de Félix, moi, je mettrais le chose à 21, mettons. Tu sais, pour vraiment gagner au moins le quart de tes matchs au minimum, Sacramento perdrait, ou du moins aurait une pénalité au repêchage selon le modèle de Félix. Il y aurait juste Sacramento. Il y a Indiana qui s'en sauve parce qu'il joue pour 263 au lieu de 250. Mais à date, ça pénaliserait juste les Kings de Sacramento. Puis on peut monter le MLA à 25 si tu veux. Parce que tu veux pas que ce soit trop non plus. Le point, là, c'est juste de décourager une équipe là, qui s'arrange pour vraiment s'assurer de perdre tous ses matchs. Puis j'ai l'impression que c'est la manière la plus facile de le faire. Écoute, Félix, honnêtement, là, je fais le calcul en ce moment. Là, si, mettons, ton threshold est vraiment à 25 sur 82, tu as 5 équipes qui perdent leur choix de première ronde.
Ben, c'est plate pour eux, mais ils ont juste gagné. Non, je dis pas que c'est. Je dis pas que c'est une critique ou whatever, c'est juste l'observation de dire hey, t'as 5 équipes qui perdraient ou du moins auraient une pénalité au minimum sur leur repêchage. Non, Je mais- reviens à l'année passée. OK? Là, mettons, je reviens à 21, qui est le chiffre que tu avais là. L'année passée, c'est 3 équipes. OK? C'est les Wizards, les Hornets, le Jazz. Si je reviens à l'année d'avant, OK? Tu as les Pistons à 14, les Wizards à 15. C'est les 2 seules équipes. Après ça, tu as les Pistons à 17. Dans ce scénario-là, là, en 2023-2024, au repêchage 2024, les Pistons, selon moi, n'auraient pas dû avoir de shot de première. Tu perds, c'est épouvantable. Là. En 2 saisons, là, tu gagnes 17, puisque tu gagnes 31 matchs en 2 saisons. 31 en 2 saisons. À un moment donné, là, c'est pas juste un espoir qui va venir te sauver. Ça te prend autre chose. Là. Va chercher, signe des joueurs autonomes, fais des échanges, puis essaie de t'améliorer. Tu veux un choix de première ronde, ben, arrange-toi pour le mériter. Ou tu veux que ton choix soit haut, ben, à un moment donné, tu peux pas juste donner ça à n'importe qui. Mettons qu'une équipe est 0-82 un jour, on va-tu, ben, c'est beau, félicitations. Je comprends pourquoi évidemment, tu veux que les équipes aient la chance de ramasser du talent, puis le repêchage reste la façon la plus facile de le faire. Mais à un moment donné, il faut, ça peut pas. Il faut que tu donnes un incitatif à ces équipes-là d'être compétitives pour la même raison que tu l'as donné un incitatif aux équipes de se motiver à jouer des matchs par rapport au mois de novembre en organisant un play-in. Parce qu'Adam Silver ne peut pas s'empêcher d'organiser des tournois. Mais en même temps, messieurs, sans dire que la NBA s'en sauve pour cette année, présentement, et je salue notre bon ami Manuel Villeneuve qui discutait de ça, un grand amateur aussi de basket universitaire. La cohorte qui s'en vient est solide. C'est une très solide cohorte qui s'en vient pas. T'as pas un prospect qui sort du lot un peu comme on a eu avec Cooper Flagg ou comme on a eu il y a quelques années avec Wembanyama. Mais c'est où vraiment, là, tu regardes les 6 à 7 premiers choix, puis, man, t'as du monde solide là-dedans. Là. Donc, OK, la vraie question, c'est qui va être le Darko Milicic de cette cohorte-là? Il y en aura un. Il y en aura absolument Il y en a au moins un, ça va être un Darko Milicic. Au moins un. Oui. Il va toujours en avoir un où tu as une équipe, tu sais quoi, un petit peu hipster, puis gars, vas-y, on voit des belles habiletés là-dedans. Tu sais quoi, ça peut être Darko Milicic, ça peut aussi être Luka Doncic. Mais écoute, tu parles de. Ça, c'est wow. Bravo. Bars. Tout le monde applaudit Mio. Non, mais puis écoute, tu vois, je trouve ça c'est un autre bon point, OK? Là, on est dans une année, une classe de repêchage qui s'en vient, une cuvée de repêchage, là, où il n'y a pas un espoir qui est vraiment meilleur que tout le monde, mais il y en a une bonne batch qui est très, très, très solide, OK? C'est peut-être la cuvée la moins propice au tanking, à part une mauvaise de A à Z, mais c'est peut-être le principe d'une cuvée la moins propice à tanker, OK? Et on a quand même des sérieux problèmes de ça dans la NBA en ce moment. Je veux dire, ça va être quoi quand on va avoir on l'a vu l'an passé, quand il y a un Cooper Flagg, quand il y a un Victor Wembanyama au repêchage, quand il y en a d'autres, des joueurs générationnels comme ça qui vont arriver, ça va être encore pire. Là, on est dans un des scénarios les moins pires possibles pour favoriser le tanking et il y en a déjà à tout bout de champ. Il faut qu'on trouve une solution assez rapidement là, parce que si ça va être les prochaines années, ça va être encore pire. On sait à quel point c'est un problème cette année, ça va être encore pire les prochaines années où ils vont mettre très, très gros espoirs en jeu. Là. Oui, mais tu sais, en même temps, on sait déjà que c'est arrangé avec le gars des vues, ces affaires-là. Juste, regarde, dernière question, puis on passera au baseball. Honnêtement, y avait-tu une autre équipe qui allait avoir Victor Wembanyama avec les Spurs? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Là. Si les Knicks avaient été mauvais. Si les Lakers avaient été mauvais. C'est les Lakers avaient été mauvais. Voilà. Les Knicks, c'est les Lakers. En fait, non. Les Lakers, la Ligue aurait forcé les Spurs à l'échanger aux Lakers. Mais dans 2-3 ans, pas éveiller les soupçons. Oui, exactement. Pas trop éveiller les soupçons. All right. Mesdames et messieurs, dans toute cette fougue, on a le baseball qui, on a les petits matchs là, qui recommencent. C'est le spring training et toutes ces belles petites affaires-là avant même le début du printemps. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça qui arrive quand tu habites en Floride ou tu fais tes affaires en Floride, la belle petite température, on s'en fout! À l'année longue, c'est la même saison. N'est rien à balancer. Alors, retour des matchs du printemps. Félix,
Aaron Judge, bon, tu me diras, c'est des matchs qui valent pas grand-chose. Ben, on sait comment Aaron Judge se comporte dans les matchs qui comptent pour de vrai en série mondiale. Là. Mais bon, dans ces matchs qui comptent pas, tu dois être bien content quand même de ce que tu vois. C'est vrai qu'en série, c'est juste un gars qui frappe pour 500 puis qui frappe des circuits au bout du champ l'année passée. Mais bref, on s'égare, on va revenir au camp d'entraînement, c'est vrai, t'as raison. Là. Écoute, oui, Aaron Judge qui fait son entrée en scène dans les matchs préparatoires. Hier, dans un match que les Yankees ont gagné, dans lequel les Yankees ont gagné, ils ont inscrit 20 points. Aaron Judge a tapé 2 monstrueux circuits. Ça fait du bien quand même de revoir ton joueur préféré taper des circuits tellement loin. Là. Il y a quelque chose de vraiment cool. Puis, pas puis moi, on a suivi cette conversation-là. Là. Je pense que dans le monde du sport en général, il n'y a aucun feeling qui est plus cool que de voir un gars taper une balle tellement, tellement loin qu'elle passe par-dessus la clôture. Il n'y a pas de jeu plus cool. Puis pas juste la clôture, là. Les stands, le troisième deck, puis des fois, le stade au grand complet. Oh, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. La balle, elle part tellement loin. Le stade au complet saute. Puis sérieux, il n'y a pas grand-chose qui accote un circuit dans le monde du sport. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je pense d'après moi, c'est notre esprit primaire d'homme des cavernes de « Hey, je frappe quelque chose avec un bâton. C'est cool! Ah, ben, nice! » Écoutez, messieurs, vous savez qui a dit ça aussi? Je sais pas. Mark Griffin, qui est passé sur notre émission il y a quelques mois. C'est vrai. Même si ça fait quelques mois, je vous invite à aller écouter l'entrevue disponible sur la plateforme de votre choix. Wow, c'est incroyable. Wow, incroyable plug. T'es capable d'en faire une autre? Demain, mettons, je te laisse juste comme ça. Là, je te donne. Je sais pas, je vais te donner un bâton. Parler de bâton, taper quelque chose avec un bâton. Bon, profitons-en tant qu'à y être. Là, c'est un peu comme notre pause commerciale. Mais on a aussi sorti vendredi notre épisode entrevue du mois de février avec le gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand ainsi espoir au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, William Lasselle, qui est l'un des noms les plus bouillants à sa position dans la LHJMQ, classé présentement 6e gardien nord-américain. Belle petite conversation et bien sûr avec toujours les fameuses questions un petit peu de repêchage qui en suivent. Donc, disponible sur la plateforme de votre choix. Félix, pour revenir aux choses sérieuses, Mon bro est impressionnant. Pour revenir aux choses sérieuses, c'est bon, oui, Judge qui fera toujours parler parce que bon, c'est Monsieur Yankee présentement, là, on s'entend. Mais Jazz Chisholm qui, bon, lui aussi fait discuter parce qu'on commence à parler de sa situation contractuelle dans une entrevue où pour de vrai, je pense que chaque phrase qui t'a sorti, chaque réponse qui t'a sorti, tu peux décortiquer quelque chose et en sortir quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Jazz est on connaît Jazz Chisholm qui est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche du tout, un gars qui dit le fond de sa pensée, la fameuse cassette, et quand ils ont donné à son arrivée, il l'a pris, il l'a sacré au vidange, j'ai fait, moi, j'aurais pas besoin de ça. Fait écoute, Jazz qui donnait une entrevue à Randy Miller du NG.com et s'est mis à parler de 1001 sujets, a commencé l'entrevue en disant que lui avait un seul objectif dans la vie, c'est de devenir le joueur de deuxième but de l'histoire de la MLB avec le plus grand nombre de circuits. Il a fait son calcul là, parce qu'il sait que Jeff Kent est à 387 exactement. Lui, il est rendu à 110 en ce moment. Et là, Jazz a un objectif pour cette année. Il veut taper 50 circuits, voler 50 buts. Il veut devenir le deuxième membre du club des 50-50 après Otani. Ce qui est, bon, un peu optimiste, mais ça reste quand même un gars qui a fait 30-30 l'an passé, qui est capable de jouer du 40-40 sur 162 matchs. Peut-il se rendre à 50-50 si, dans une année de contrat, ça va lui donner du sacré levier s'il arrive? J'ai des doutes, mais bref, Jazz arrive au Félix, calcul. Ne sous-estimons jamais quelqu'un en année de contrat. Bon point. C'est un bon point. Écoute, mais bref, Jazz qui arrive au calcul que si on tape 50 cette année, ça va l'amener à 160 à peu près. Dépendamment, là, si c'est 52, ce sera 162. Et là, après ça, il estime qu'à coup de 30 circuits par année, il va être capable de se rendre avant la fin de sa carrière. Fait que, bref, le plan de Jazz, c'est 50 circuits cette année, puis une trentaine par année pour le reste de sa carrière. Ce qui est un plan quand même un petit peu optimiste pour un gars qui, à ma connaissance, n'a jamais tapé plus que 32 circuits en une saison. Et qui est déjà âgé de 28 ans. Et qui a 28 ans et qui est très souvent blessé, jamais une saison complète. Bref, on va lui souhaiter, parce que comme Jazz l'a dit, si tu n'as pas des hautes attentes pour toi-même, tu es un loser. Et voilà. Mais en même temps, quand tu es à ce niveau-là, hein? Bars. Ben écoute,
Non, c'est vrai. Mais écoute, ça reste quand même que Jazz, non seulement a des grandes attentes pour sa saison, mais il y a des grandes attentes pour le marché d'autonomie qui va l'attendre à la fin de la saison. Jazz affirme, l'an passé, il affirmait vouloir un contrat de 300 millions. En fait, il voulait 30 millions par année sur 10 ans, 300 millions. Là, cette année, il est rendu à autre chose. Là, 300 millions sur 10 ans, il ne veut plus rien savoir de ça. Jazz, il veut 35 millions par année sur 8 à 10 ans. Arrangez ça comme vous voulez. Si les Yankees disent, ouais, tu es avec nous, est-ce que tu nous fais un rabais? Non, il veut rien savoir. Il va considérer n'importe quelle équipe qui a ça, sauf une. Il y a une équipe que Jazz ne veut rien savoir. C'est pas les Marlins, son ancienne équipe. C'est pas les Angels des ridicules. Pendant les Angels, il a même mentionné qu'il est intéressé à aller là. L'équipe qu'il ne veut pas, avec laquelle il ne veut pas signer, c'est les Dodgers pour une seule et unique raison. Il ne veut pas prendre la voie facile de se joindre à une grosse équipe. Il veut bâtir son propre programme. Mais écoute, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas le premier qu'on entend dire ça depuis le début de la saison morte. Tatsuya Imai, qui est un partant japonais qui était un des gros noms sur le marché, a fini par signer avec les Astros, mais lui aussi, quand il s'est amené du Japon, a dit, moi, je veux pas aller avec les Dodgers, je veux battre les Dodgers, je veux pas être avec eux autres, je veux me battre contre eux, puis je veux les battre. Écoute, c'est sûr que si les Dodgers donnent 75 millions par année à Jazz, puis là, viens avec nous, là, peut-être que Jazz va changer d'idée d'un coup, mais a l'air vraiment catégorique sur le fait qu'il ne veut rien savoir les Dodgers. Et écoute, considérant que c'est pas du tout à son avantage de fermer la porte à un énorme marché qui pourrait donner une tonne d'argent, on peut penser qu'il est quand même relativement sérieux là-dedans. Mais bref, ça va le cas de ce gars-là sur le marché de l'autonomie va être extrêmement intéressant parce que c'est vrai quand même que ce gars-là a des outils super intéressants. Frappé 30-30 l'an passé, joue de la bonne défense au deuxième but, peut frapper un peu partout dans l'alignement, peut même dépanner au champ centre, a démontré qu'il peut jouer au troisième but. Ça va vraiment être un cas particulier parce que les deuxièmes buts, généralement, ne se font pas payer très cher. J'ai hâte de voir vraiment. Puis, tu sais, c'est facile quand tu penses à un gros deuxième but des Yankees qui va atteindre le marché de l'autonomie. C'est facile de repenser à Robinson Cano, qui était dans la même situation il y a une douzaine d'années maintenant, et que les Yankees n'avaient tout simplement pas payé. Parce que même s'il avait été extrêmement dominant pendant plusieurs années, avait joué des saisons complètes, contrairement à Josh Chisholm, et ils avaient toujours joué avec les Yankees au lieu de s'amener en plein milieu de ses premières années en carrière. Les Yankees ne l'ont pas payé. C'est finalement avec les Mariners qui est allé. Les Yankees offraient le plus gros salaire annuel, mais les Mariners offraient plus d'années. Fait que, tu sais, les Yankees ont démontré généralement que payer des joueurs de deuxième but, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aime faire ou qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que Jazz, avec une grosse année, pourrait forcer la main de l'équipe, considérant qu'on vient de ramener le même groupe que l'an passé, puis qu'on a démontré qu'on n'a pas peur de ramener le même groupe que l'an passé? Peut-être. Mais, tu sais, en ce moment, tu regardes ça, les Yankees seraient dans le trouble sans Jazz. Je veux dire, on a beau parler de Judge, on a beau parler de Bellinger et tout. Jazz est un morceau tellement important de cette équipe-là. Ça va être un cas vraiment, vraiment intéressant à surveiller. Surtout qu'on a déjà l'argent de Judge, on a l'argent de Stanton, on a l'argent de Garrett Cole. On a quand même des gros montants sur la masse salariale. J'ai vraiment hâte de voir comment on va gérer le cas de Chisholm à l'hiver prochain. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est quand tu me comptais les demandes salariales de Jazz Chisholm. Moi, je pensais qu'elle allait appliquer la même logique. Sais-tu quoi? Au début, je voulais 300 millions sur 10 ans. Fuck it. Fuck le 400 millions. Je veux 500 millions. 500 millions, 50 millions par année. Let's go. Moi, je pense Attends qu'il fasse 50-50. S'il fait 50-50, il va vouloir regarder cette thématique. Écoute, ça va être difficile de le faire parce que les équipes ne seront pas aussi gentilles avec Jazz Chisholm qu'avec Shohei Ohtani pour l'atteindre son 50-50. Ben, quand tu seras derrière Judge, habituellement, tu as quand même un petit luxe. Là. C'est vrai. Mais j'ai encore en mémoire les Marlins de la Floride qui ont aidé Ohtani à se rendre 50-50. Mais ça, I digress. I digress là-dessus. Moi, ce que je suis en train de me demander, c'est il va finir où, Jazz Chisholm, éventuellement? Puis, moi, le monde qui dit que je veux pas prendre la voie facile, je veux pas aller aux Dodgers. Sais-tu qui disait ça il y a 2 ans? Rocky Sasaki. C'est qui était ouvert aux Dodgers? Ce qu'on racontait beaucoup dans le cas de Sasaki, c'est il voulait
tu sais, il ne voulait pas se ramasser dans l'ombre de, tu sais, mettons, Yoshinobu Yamamoto puis Shohei Ohtani, tu sais, il voulait vraiment être Oui, de son équipe. Fait que ça voulait laisser entendre de dire, tu sais, les Dodgers, c'est peut-être pas pour moi. On parlait beaucoup des Padres, notamment avec sa relation avec Yu Darvish. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a fait au final? C'est ramassé aux Dodgers, pareil. Mais ça va être intéressant aussi parce que 2026, il va y avoir un lockout. Qu'est-ce que Justin va avoir quand tout le monde va être en lockout? Et il va signer avant le lockout. C'est ça qui risque d'arriver parce qu'il veut. Puis c'est ce qu'il veut aussi. Puis on se souvient aussi, quand il y avait eu le lockout, c'était en 2021. Tu sais, il y avait eu comme les Rangers du Texas juste avant le lockout qui avaient signé Corey Seager, Marcus Semien, presque coup sur coup. Juste avant de tomber en lockout parce qu'on savait que les règles du jeu allaient éventuellement changer puis on voulait comme avoir, au cas où il y avait des changements, on voulait s'assurer d'avoir ces gars-là signés comme quoi ça s'en vient avec nous, peu importe. J'ai l'impression, vraiment, l'hiver prochain va être super intéressant parce que dans l'optique où tout le monde s'attend à un conflit de travail, tout le monde s'attend à une grosse poussée de la MLB pour un plafond salarial. Il y a des gars qui vont vouloir signer rapidement pour s'assurer de ne pas être impacté par ce plafond salarial-là. Et là, tout le monde va attendre après Tarik Skubal, qui va être le gros morceau sur le marché, en assumant qu'il ne signe pas de prolongation, mais un client de Scott Boras, ça ne signe pas une prolongation de contrat avant de se rendre sur le marché. Jazz va rapidement arriver comme étant la deuxième, la troisième meilleure option de ce marché-là. Puis, pour une équipe qui veut un frappeur, une équipe qui a peut-être de la place au deuxième but, et n'importe quelle équipe, sauf peut-être les Diamondbacks, a de la place pour un Josh Chisholm au deuxième but. Ça va peut-être aller très vite. Puis oui, il va avoir du levier en le sens que si on veut régler ce dossier-là avant le début du lockout, qui risque d'être probablement le 1er janvier, je pense que la convention collective expire le 31 décembre, il va avoir une poussée rapide pour s'assurer de le gérer. Ça va faire l'affaire de Jazz aussi de signer ça rapidement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, ce marché-là, de manière générale, là, pour Jazz, mais de manière générale dans la MLB à l'hiver prochain. Fait que, mettons, quand les Yankees vont se faire éliminer en série, on n'aura pas un scénario de Josh Chisholm qui arrive avec une casquette d'équipe indépendante au cours d'aucune équipe. Ça qui se présente devant les caméras pour dire « Je suis ouvert à tout pour ma prochaine signature de contrat. » Mais s'il vous plaît, faites-le, signez-moi avant le. Oui. Avant le, en le passant, Félix, juste pour te dire, ça expire le 1er décembre 2026. 1er décembre, OK. J'avais promis janvier. C'était comme le 30 novembre, ça expire à partir du 1er décembre. Alors, il va certainement vouloir avoir cette nouvelle entente avant ça. Passons vite ce qui nous reste dans les nouvelles. On va parler de 2 potentiels ou 1,5. On va voir, bref, ancien Blue Jay, ou du moins qui était de cette équipe presque championne. D'ailleurs, beaucoup de similitudes avec ce match de la médaille d'or Canada-États-Unis. Là, qu'on parle un partisan de sport de l'Ontario passe pas un bon quart d'heure depuis quelques mois. Là. Un quart d'heure? Pop. Oui. Non. On peut remonter. Je comprends où tu t'en vas, mais particulièrement. Les 12 derniers mois ont été particulièrement douloureux. Oh mon Dieu. Plus que d'habitude. Pour les confrères ontariens et torontois, je dois dire, je suis quelqu'un d'empathique. Je suis de tout cœur avec vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, Pop, reste avec moi ici, là, parce que Bo Bichette, qui était l'une des grosses prises de ce marché de l'autonomie, qui a finalement choisi Mets de New York. Bien sûr, il y a beaucoup de questions par rapport à où est-ce qu'il va jouer sur le côté défensif. Et présentement, on peut s'entendre pour dire les grandes lignes, c'est que les partisans des Mets apprennent à connaître les carences défensives de Bo Bichette, là. Hop là, hein? C'est pas facile, hein? Puis, tu sais, Bo Bichette, à sa position régulière, c'était pas monsieur défensif. Là. C'était pas monsieur vitesse. Ce qui faisait en sorte que, souvent, les erreurs de Bo Bichette, c'était surtout il était pas capable de se rendre à la balle, fait qu'il devait faire un jeu un peu précipité pour, essayer d'aller pincer le coureur au retrait. Donc, c'est pas le bras de Bo Bichette, le problème. C'est plus un premier pas, peut-être être plus rapide aussi, mais là, tu n'as aucune chance de tasser Francisco Lindor. Fait que là, tu t'en vas où? Tu t'en vas au deuxième coussin. Il a été correct.
dans le temps que dans les séries et tout ça. Mais New York, bienvenue dans l'expérience Beau Bichette dans le champ. Ça fait mal un peu quelquefois, mais vous allez vous rendre compte, quand vous allez avoir besoin d'un double en 7-8e manche, puis c'est lui qui est au bâton avec un coureur en position de marquer, vous allez l'aimer un peu. Mais il va falloir peut-être avaler une certaine pilule quand ça va être vous au monticule. Mais en même temps, je me dis, ça, c'est typiquement le marché de New York. Tu sais, les gros médias new-yorkais qui prennent un peu pour les Yankees, qui se disent, hey, on va faire des clics, puis on va faire des visionnements, puis on va en faire des publications qui vont devenir virales sur les médias sociaux. Mais pourquoi pas prendre un low light d'un joueur des Mets qui vient d'arriver, qui coûte 42 millions de dollars américains, et voilà. Ben, ouais, dans le match, ça n'a pas été glorieux, par exemple, non plus. Non, je dis pas que ça a été glorieux, mais c'est toujours le fait que les médias vont disons qu'ils n'en laisseront pas passer une dans le cas de Beau Bichette. C'est un peu ça le downside un peu du marché new-yorkais. Écoute, en même temps, c'était lui ou c'était Philadelphie. Fait qu'il y avait-tu vraiment une bonne porte de sortie dans son cas? Pas vraiment. Oui, Toronto. Non. Ah, parce que Toronto, il s'est jamais fait critiquer pour son jeu défensif? Oh, Félix, ce que t'es facile à harponner, Félix. C'est pour ça qu'on t'aime, Félix. Parlant des Blue Jays, pour terminer ça, là, mais bon, qui sont de discussions quand même intensives, ou du moins, ça commence à être un peu plus sérieux là, avec Max Scherzer. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que, bon, en même temps, on sait que parallèlement, les Jays devront faire sans... je m'en allais dire sans Justin Bieber pour commencer ça. Mais... Le lapsus aurait été drôle. J'aurais approuvé ce lapsus-là complètement. Je me reprends. Les Blue Jays seront sans Shane Bieber pour entamer la saison. Donc, Félix, rendu là, prends ce qui était disponible et Max Scherzer l'est encore aussi. Va chercher un vieil ami. Va chercher ton vieil ami Max, là, qui t'a rendu quand même des fiers services l'an passé. Pas parfait, a manqué une bonne... Les blessures n'ont pas été... Non, mais c'est série. C'est série. Ça reste le gars qui a été ton partant au match de la Série mondiale. Ça reste le gars qui a été ton partant au match de la Série mondiale. Puis qui a quand même bien perte. Oui, ça pas parfaitement, mais il n'a pas été mauvais dans les circonstances, considérant son âge et tout. Là. C'était quand même une bonne performance pour Scherzer. Écoute, je suis intéressé de voir surtout à quoi ressemblerait une entente pour Scherzer. On parle quand même d'un gars qui n'est plus jeune et d'un gars qui... Bon, tu sais, on s'entend que ce serait presque assuré un contrat d'1 an. Quel montant? On irait dans du 17-18 millions. Peut-être que c'est un peu ce qu'on peut s'attendre. C'est un peu le marché pour des partants de ce niveau-là. Chris Bassett a eu 18. Fait que, tu sais, Scherzer aurait probablement sensiblement la même chose. Puis, tu sais, on avait à Toronto Shane Bieber qui est blessé justement. Bowden Francis ne lancera pas de l'année. On avait cette belle profondeur-là au monticule qui, tranquillement, pas vite. Déjà, la saison n'est même pas commencée. Le camp d'entraînement est à peine commencé. Ça commence déjà à tomber. Puis, on le sait, dans une saison de baseball, le nombre de lanceurs qui finissent par tomber comme des mouches, c'est assez astronomique. Fait que, oui, tu as Kevin Gausman. Tu as Trey Savage. Ça va être sa première saison complète, Trey Savage. Est-ce qu'il va être capable de garder le rythme pendant une saison complète? On ne le sait pas. Aux Berrios, ça a été laborieux. Il y a des rumeurs de transactions. Semble être en voie de rester avec l'équipe. Est-ce qu'il va être capable de rebondir? La question se pose. Eric Lauer, il risque de redevenir partant. Scherzer amènerait de la profondeur, placerait un peu comme tout le monde dans la bonne chaise, puis enlèverait un peu de pression sur les épaules de tout le monde. Je pense que ce serait une idée logique de le ramener. Dans quel état il va être cette année? Est-ce qu'il va encore être capable de te lancer des grosses manches? Est-ce que ça va être l'année de trop pour Max Scherzer? J'ai hâte de voir.
mais c'est un nom qui circule, les discussions seraient de plus en plus sérieuses. Je ne serais même pas surpris, Marc Scherzer, disons, signe un peu après le début de la saison. Ça, je ne serais pas du tout surpris que ça arrive. Là. Prennent le temps de voir si, disons, est-ce que ça va bien les Blue Jays. Est-ce qu'une équipe qui est désespérée, qui donne 35 millions pour un an, là, ça n'arrivera pas, là, mais un gros montant pour un an pour venir les aider parce que le monticule, les lanceurs sont blessés. Peut-être aussi qu'il y a une équipe qui va se dire, ben, gars, on a vraiment besoin d'une option maintenant. On va faire confiance à Max Scherzer. J'ai hâte de voir. Moi, c'est juste l'optique. Ça, c'est juste dans l'optique de coacher Trey Savage dans cette saison régulière-là. Pour moi, je pense que c'est un no-brainer. C'est un no-brainer ramener Max Scherzer juste pour ça. Je pense que juste pour ça, ça peut valoir la peine. Puis qui sait quelques petits départs quand tu auras besoin de dépanner un peu. All right, messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Triple Menace. Juste avant qu'on se quitte, on a bien sûr notre quiz du joueur de la semaine qu'on vous envoyait, ou du devine le joueur, en fait. Parce que c'est pas juste le joueur de la semaine, c'est le joueur de ce prochain cycle olympique qui a marqué l'histoire américaine. Donc, avec un but en or au JO 2026, parce que bon, pour la médaille d'or, je sais vraiment pas qui fait ces affaires-là, ces petits graphiques-là, là, mais il peut juste avoir un but en or, OK? Mais 7 points. Hey, mais il y a un but en or. Félix Forget, de qui parle-t-on? On parle de Jack Hughes qui a marqué ce but en or-là aujourd'hui. Jack Hughes, comme je disais tantôt, commencé le tournoi sur le 4e trio, est arrivé là avec la réputation à peu près en bas du plancher, à quel point ça allait pas trop bien. Finalement, a gravi les échelons, est devenu un gars de confiance pour Mike Sullivan dans ce tournoi-là. 7 points quand même durant les Jeux olympiques. Un gros tournoi pour Jack Hughes qui va probablement lui faire du bien, va faire du bien à tout le monde au New Jersey, ça va faire calmer un peu la pression quand même qui commence à monter sur les épaules de cette équipe-là. Le moment où il va revenir, l'ambiance va être beaucoup plus agréable qu'elle ne l'était quand il est reparti. Je pense que ce sera même pas proche. Ils seront quand même éliminés en première ronde, et ça, personne Mio, faudrait qu'ils feront même pas les séries. Il y a ça. Il y a ça aussi. Je veux pas péter ta balloune, là, mais New Jersey, ça va écoute, pas être je l'avais dit sur ce programme que les Devils, on les flush. Mais en tout cas, gros tournoi pour les frères Hughes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Quinn a marqué le but gagnant encore de finale. Je veux dire, nonobstant quand même là, du fait que oui, ils ont gagné une médaille d'or, donc on peut dire effectivement, bon petit tournoi pour les Américains, mais quand même, vous savez quoi, belle chimie d'équipe qu'on voyait là où tout le monde avait exactement une chaise là-dedans. Félix Forget, dernier point, et on close l'émission. Est-ce que Quinn Hughes, on parlait de Quinn Hughes, là, est-ce que Quinn Hughes, pendant ce tournoi-là, a solidifié, surtout pendant cette finale-là, est-ce que solidifié le fait qu'il est le meilleur défenseur au monde devant Cal McCarr? Non, merci. Je suis pas prêt à aller là. Je suis pas prêt à aller là, mais vous savez quoi? Le peu de gap qui restait, on est passé de être comme très proche dans le rétroviseur. Mais le tournoi olympique a donné comme l'effet de les objets sont plus proches que ça peut l'être pour de vrai. Ouais. Mais là, ils sont rendus comme bumper à bumper, là, limite une petite scratch ou deux. Ils sont même rendus, tu le vois même plus dans le rétroviseur, il est carrément quasiment à côté de toi. Là. Ouais, il est dans l'angle mort. Je pense que Quinn est en avant. Ce qu'on a à dire, c'est notre opinion globale. Hein? En tout cas, tout ce qu'on peut dire, au moins, les gars, je suis content, on peut s'entendre sur le fait au moins qu'ils sont 1 et 2, peu importe l'ordre qu'on veut discuter. Bon, ça, c'est de l'analyse. Bon. Vous allez tellement faire le saut quand Zach Werenski va gagner Norris cette année, là, vous n'êtes même pas prêts. Non. Félix dit non en tapant son... Il dit non en tapant son pied à terre. Mais il mérite. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce programme de la Triple Menace. Je vous invite d'une première part à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer un petit peu à l'émission. Sinon, on est disponible sur toutes les plateformes de votre choix, notamment YouTube, où je vous invite d'ailleurs à aller s'abonner pour avoir accès à tous nos segments et également à écouter notre épisode d'entrevue du mois de février avec le gardien de l'Armada de Blainville, Boisbriand, William Lasselle. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine au programme régulier de la Triple Menace et bonne semaine.